Allô tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Notre astuce du mois, c'est choisir, puis plus spécifiquement sur l'autodétermination. Là, pour faire simple, pour vous expliquer c'est quoi puis en quoi ça consiste, ben, je vous dirais que c'est la capacité d'agir en fonction de nos valeurs puis de nos besoins. Puis c'est de se sentir en contrôle de ce qu'on décide. Puis pour ceux qui connaissent nos services là, chez Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches, vous avez sans doute vu passer notre nouveau volet de la bande des sept avec nos trousses éducatives, entre autres. Elles sont vraiment très populaires. Puis c'est qu'il y a d'autres activités offertes en lien avec ce nouveau service-là, comme entre autres la conférence pour les parents que j'ai mis sur pied. Puis c'est pour vous dire, tu sais, je me suis inspirée de la théorie de l'autodétermination pour vous apporter des trucs au quotidien dans cette conférence-là. Fait que c'est pour dire à quel point ça touche plusieurs sphères de nos vies, cette théorie-là. C'est pas juste apparenté au milieu de travail. Ça touche n'importe quelle sphère de notre milieu. Donc, je n'irai pas plus loin dans mes explications parce que j'ai une invitée avec moi qui dédie ses recherches scientifiques sur le sujet pour ses études doctorales. Je vais lui laisser expliquer son parcours dans quelques instants. Bonne écoute. Donc, rebonjour tout le monde. Alors, me voici en compagnie de notre invitée d'aujourd'hui, Florence Jauvin. Allô, Florence. Je voulais d'abord te remercier là, d'avoir accepté notre invitation à participer à notre balado C'est dans ta tête. Puis avant de commencer, j'aimerais ça que tu te présentes un peu à nos auditeurs pour dire c'est quoi ton parcours, puis aussi qu'est-ce qui t'a mené à vouloir aller étudier dans ce sujet-là de l'autodétermination. Oui, en fait, moi, je suis doctorante en troisième année en psychologie, puis je me spécialise en psychologie du travail et brièvement en psychologie du sport également. En fait, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université Concordia à Montréal, puis ensuite, j'ai décidé de poursuivre au doctorat à l'UQAM pour pouvoir travailler avec Jacques Forêt, qui est un expert sur la motivation humaine au Québec. Mhm. Euh, Puis en fait, au niveau plus personnel, ce qui m'a mené vers justement ce domaine de recherche-là, j'ai grandi dans l'environnement du sport, puis j'ai rapidement vu en fait comment est-ce que l'environnement dans lequel je pratiquais mon sport avait un impact sur moi, sur comment je me sentais dans mon équipe. En fait, je suis dans le soccer, là, personnellement. OK, OK. Comment est-ce que, par exemple, mon entraîneur avait une influence sur mon bien-être en pratique, en match, sur ma performance. Donc, j'ai commencé, au cours de mon baccalauréat, j'ai commencé à lire un peu plus des articles sur la psychologie du sport. Puis, ça m'a comme dirigée vers la motivation, vers la passion un peu brièvement. Euh, Puis j'ai donc découvert là, la théorie de l'autodétermination qui résonnait beaucoup, beaucoup avec mon vécu dans le Mhm. sport. Puis donc, en fait, c'est vraiment ça, là, en lisant sur le sujet, je trouvais que c'était hyper représentatif de la vie en soi, tu sais, de l'environnement sportif. Puis après ça, je le voyais également dans mes milieux de travail. Donc, c'est ce qui m'a dirigé un peu là, vers Jacques en soi, Mhm. commencer à travailler avec lui. Puis, Ben, voyons, Monsieur Forêt, justement, c'était un de nos expert de contenu pour notre campagne annuelle Choisir. Fait que, puis c'est lui, justement, là, comme on disait tantôt, qui m'avait référé à toi pour venir nous parler de l'autodétermination. Mais, tu sais, cette théorie-là, justement, elle peut venir patauger dans n'importe quelle sphère de notre vie, hein. Tu sais, là, on dit qu'on se concentre peut-être un peu plus sur le travail dans nos explications d'aujourd'hui, puis un peu le sport, mais tu sais, ça peut être dans n'importe quelle sphère. Tu disais même tantôt que ça avait un lien avec l'éducation. Ça, on va pouvoir y revenir, mais c'est ça aussi qui est intéressant, là, c'est très collé sur la réalité qu'on a, là.
Ouais, c'est ça. Tu sais, en gros, la théorie vient un peu expliquer c'est quoi les nutriments psychologiques que les individus ont besoin pour pouvoir fonctionner de façon optimale dans OK. leur environnement, dans leur vie. Puis les trois besoins, on va y revenir, mais les besoins d'autonomie, de compétences, d'affiliation, ce qu'on dit, c'est que peu importe l'environnement dans lequel tu es, que ce soit justement en sport, en relation amoureuse, en éducation familiale, scolaire, peu importe, si ces trois besoins-là sont satisfaits dans notre environnement, en fait, ça va optimiser le développement humain, OK. tant au niveau là, du bien-être qu'au niveau du fonctionnement, comme par exemple la performance au travail ou de la performance en sport ou de la performance académique. Ouais. OK. Puis, mais ça me fait penser, je vais me noter une question pour tantôt. Mais là, mettons qu'on starte ça de la base, là, qu'on explique aux gens c'est quoi la théorie de l'autodétermination pour qu'on comprenne tous de où on part. Parce que nous, on connaît un peu ça d'avance, là, veut pas, vu qu'on travaille le sujet, mais pour qu'on explique à notre auditoire c'est quoi ça, qu'est-ce que c'est? Ouais, ben en fait, être autodéterminé en soi, c'est un peu le sentiment d'être l'acteur principal de sa vie. Donc, OK. d'avoir la liberté d'exercer ses propres choix, de s'engager dans les activités, dans les choses qui nous intéressent, qui nous stimulent, qu'on valorise, qu'on trouve importantes. Donc, ça, c'est le sentiment d'autodétermination. La théorie en soi, elle, c'est une macro-théorie sur les motivations humaines. Qui vient se concentrer vraiment là, sur le bien-être et sur le développement humain. Donc, est vraiment axée sur la réalisation de soi, par exemple. OK. Il y a plusieurs volets à la théorie qu'on va pouvoir décortiquer un peu plus tard. Là, mais d'abord, le continuum des motivations. Puis ensuite, on parle des trois besoins psychologiques fondamentaux, donc ceux d'autonomie, de compétence et d'affiliation que j'ai mentionnés. Mais en gros, on peut percevoir un peu là, les trois besoins et les motivations comme étant un peu les précurseurs de l'autodétermination en soi, qu'on va pouvoir le ressentir dans notre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine qu'on veut aborder. OK. Puis là, tu parlais de continuum tantôt, mais tu peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ce bout-là de la théorie? Ben oui. Ben c'est ça. En fait, la théorie explique que les motivations, tu sais, on entend souvent parler des motivations extrinsèques, des Hmm. motivations intrinsèques, comme étant deux choses qui sont opposées. Ce que la théorie propose, c'est que c'est plutôt un continuum de motivation. Donc, c'est pas nécessairement je vais être constamment motivé de façon extrinsèque. Là, je vais revenir sur le extrinsèque, ce que ça veut dire plus Ouais. précisément, ou strictement de façon intrinsèque. T'sais, ça peut être un peu des deux, ça peut être un jour, j'ai plus de motivation intrinsèque, l'autre jour, j'ai plus de motivation extrinsèque. Ensuite, il y a différentes façons de l'illustrer. Donc, il y a d'abord cette comparaison-là entre l'intrinsèque et l'extrinsèque. Nous, en fait, avec Jacques, puis dans nos recherches, on se concentre plutôt sur des motivations qu'on dit autonomes et des motivations qu'on dit contrôlées. Puis ensuite, il y a également la motivation qui Hmm. est l'absence de motivation. Dans le fond, Ouais. je ne sais pas trop pourquoi je m'engage dans quelque chose, je n'ai pas nécessairement de raison particulière. J'attends vraiment rien en retour, que ce soit de la gratitude ou que ce soit une récompense. J'ai juste pas de motivation. Ça, ce serait la motivation. Suite à ça, on a les motivations autonomes avec lesquelles je vais commencer. On parle de motivation qui est de plus haute qualité. Donc, ça englobe d'abord la motivation intrinsèque. Donc, ça, c'est, par exemple, quand je m'engage dans quelque chose par intérêt, par plaisir, parce que j'ai envie de le faire. Ouais. Ça, c'est intrinsèque parce que c'est à l'intérieur de soi. C'est ça. Donc, je m'engage dans une partie de soccer parce que j'ai envie de jouer au soccer, parce que j'aime le soccer en tant que sport. Euh, donc, ça, c'est une motivation qui est purement intrinsèque, qui vient purement de soi. Mhm. Suite à ça, dans les motivations autonomes, on retrouve la régulation identifiée, qu'on dit. Donc, ça, en fait, c'est quand je m'engage dans quelque chose parce que, euh, en fait, c'est important de le faire, parce que je reconnais l'importance de s'engager dans cette Ça, action-là, cette c'est ça. activité. Ça a une grande valeur, mettons. Par exemple, mettons, je reviens, je décide de faire du sport parce que je sais que ça a un impact positif sur Ouais. ma santé. Ou
Par exemple, je choisis d'arrêter de fumer parce qu'encore une fois, je sais à quel point ça peut être nuisible pour ma santé. Mhm. Ça, ce serait une motivation ou une régulation, pour être plus correct dans les termes, identifiés. Après ça, il y a la motivation qu'on dit, ou la régulation, encore une fois, qu'on dit intégrée, qui est un peu ambiguë au niveau de la recherche, simplement parce que au niveau des analyses statistiques, on a de la difficulté à la distinguer de la motivation intrinsèque et de la régulation identifiée. Donc, généralement, nous, on décide de la laisser de côté, mais reste que je la mentionne juste parce que dans la Elle est théorie, là. elle Ouais. existe. Donc, la Mhm. motivation intégrée, ce serait de s'engager dans quelque chose parce que l'activité est en cohérence avec nos valeurs. OK. Puis, suite à ça, en fait, on tombe dans les motivations qui sont plus contrôlées. Donc, on les dit là, de moindre qualité. Puis, ces motivations-là englobent d'abord la régulation qui est introjectée. OK. Donc, ça, on parle d'une pression interne de, par exemple, culpabilité, de Ah, honte, d'ego. Donc, c'est quand je vais agir d'une certaine façon pour convaincre les gens que que je suis meilleure ou que quoi que ce soit. C'est par ego. Je veux montrer que je suis supérieure. Ou euh, je vais éviter de m'engager dans une activité parce que je suis pas super bonne, puis j'ai peur d'avoir honte. Fait que ouais. je vais éviter de faire quelque chose pour ça. Donc, c'est une motivation, c'est ça, qui provient là, vraiment d'une pression interne. Donc, au niveau là, du continuum de extrinsèque à intrinsèque, elle va être juste avant la régulation externe qui, elle, fait référence à des pressions qui sont à l'extérieur de soi. Donc, des récompenses, des punitions. Donc, Ouais. euh, Ça, c'est tout ce qui est extrinsèque, là, justement. exactement. Donc, je veux, je veux jouer au soccer parce que je veux avoir une médaille. Mhm. Je m'engage dans une compétition strictement pour avoir le trophée en bout de ligne et non pas parce que je veux, par exemple, m'épanouir dans mon sport. Puis, même, on peut faire un bon contraste avec la motivation introjectée. Euh, je veux m'engager dans un sport où je veux gagner un tournoi strictement parce que je veux prouver que je suis capable de le faire. Ouais, OK. OK, 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 ouais. Mais, tu sais, les gens, puis là, ça me fait pas mal penser au côté famille, là, où est-ce que ils diabolisent beaucoup la motivation extrinsèque, là, ah, pas de récompense, pas de ci, pas de ça, faut que ça vienne de lui, mais tu sais, il faut à un moment donné commencer à quelque part, là. Je sais pas si c'est si diabolique que ça, les motivations plus extrinsèques. Je sais pas si cette théorie-là amène un point là-dessus, là. Ben, en fait, ce que font les punitions ou bien les récompenses, puis ça, on parle pas de je donne une récompense à mon enfant puis quand je deviens contrôlant. Tu sais, c'est pas ça le point, c'est plus en termes de quand tu continues à le faire de façon régulière à long terme. Si, par exemple, je dis à mon enfant à chaque fois, en fait, je te donne 5 $ si tu fais le ménage. Puis l'enfant commence à associer un peu la tâche du ménage à l'argent. Éventuellement, ça devient un peu contrôlant dans le sens où on s'engage dans quelque chose strictement pour avoir l'argent. Ouais. On Puis, tu fait sais, est-ce que, parce qu'il y en a qui vont dire, ben, ah, je fais ça pour qu'ils apprennent c'est quoi le travail, tu sais, que l'argent, ça tombe pas du ciel. Mais il faut juste, comme toujours, avoir la twist dans le fond au début, tu sais, il y a peut-être la motivation, mais tu sais, quand que justement c'est intégré puis qu'il commence à le faire de lui-même puis que j'ai plus besoin de dire, ben on engage d'autres défis pour que lui est comme acquis puis on essaye plus de le féliciter pour que justement ça devienne dans l'autre continuum. En fait, je vais faire du pouce là, sur ce que tu viens de dire par rapport à féliciter, parce qu'effectivement, le concept de reconnaissance, c'est quelque chose qui est mis de l'avant par la théorie, parce que la reconnaissance en soi, tu sais, c'est un peu comme une récompense qui est
pas tangible en soi, mais ça reste que ça provient de l'externe, puis ça renforce en fait le comportement, dans le sens qu'on partage à l'individu en question, que ce soit un enfant, un employé, un athlète, peu importe, que le comportement est désiré et qu'on tente de le reproduire. Après, la théorie dirait, il y a une question un peu de contingence de feedback ou de rétroaction qui est contingente à la performance ou de récompense qui est contingente à la performance plutôt. Donc, quand, par exemple, il y a une différence entre donner une récompense à chaque fois que le comportement est fait versus donner une récompense de temps en temps pour reconnaître notre appréciation, puis reconnaître que le comportement est positif. Donc, par exemple, de donner de l'argent à son enfant, c'est un peu de façon aléatoire, dans le sens comme hey, j'ai vraiment apprécié tout le ménage que tu as fait au cours des derniers mois. Comme c'est super important de faire ça pour la maison, pour que la famille puisse que la maison Ouais, elle soit propre et que t'aides dans la famille et tout ça, là. Ouais. exactement, c'est ça, c'est pour le roulement dans la famille puis tout, puis Ouais. que la semaine se passe bien, là, Que finalement. la charge soit pas juste soit à la maman ou le papa ou, tu sais, aux parents, bref, là. Exactement, donc d'expliquer vraiment en quoi est-ce que cette action-là en soi est positive puis qu'est-ce qu'elle apporte. Mhm. Donc voilà, je te remercie, je te récompense puis tout. Versus si je te dis à chaque fois que tu passes la balayeuse, je te donne 5 euh, ben là, en fait, ce que ça fait, c'est que l'enfant associe en fait, je vais juste le faire pour recevoir mon 5 donc je ne vais pas nécessairement comprendre l'importance derrière la tâche de faire la balayeuse, qu'est-ce que ça apporte en bout de ligne. Ouais. Ben, parce que au pire, si le parent prend le temps d'expliquer, même si c'est à chaque fois, si au moins il prend le temps d'expliquer que ça contribue à aider la famille, tu sais, il me vient un flash où est-ce que des fois j'entendais, tu sais, des parents, puis là on parlait de sport aussi, là, mais des parents donner de l'argent si tu comptes un but, tu sais. Mm. Ça, là, je veux dire, Ouais. c'est encore pire selon moi que la balayeuse, là. Parce que, Mm. ben, tu sais, à part que de peut-être faire gagner ton équipe, je veux dire, ça n'apporte pas grand-chose. Ben, en tout cas, je sais pas si je me trompe, là. Je sais Non, pas non, si... non, effectivement, effectivement. Ben, en fait, c'est que, puis aussi, ce qu'on a vu dans les études, c'est que, en fait, quand quelqu'un, mettons qu'on prend, l'étude en soi, je me souviens plus c'était quoi le contexte, c'était quoi le comportement qui était reproduit, mais en fait, on prend des gens qui font d'abord quelque chose par motivation intrinsèque. Donc, par exemple, qu'on leur dit, on leur donne le défi de faire une tâche cognitive, là, par exemple un casse-tête, peu importe. Puis, on leur dit strictement euh, de faire le casse-tête, par exemple, sans nécessairement avoir de récompense ou quoi que ce soit. Fait que les gens, ils font leur casse-tête et tout. Puis, tu sais, ils sont motivés à le faire parce qu'ils veulent ils veulent réussir. Ils veulent le Mhm. faire juste parce c'est ça, c'est un défi. Fait qu'ils veulent le relever puis tout. Puis ensuite, on leur donne une récompense quand ils réussissent à le faire. Ben, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en bout de ligne, leur désir d'accomplir la tâche en soi est comme diminué parce que, Ah, en fait, ils n'ont plus nécessairement l'envie de se surpasser puis de résoudre le défi, mais leur motivation vient strictement être liée à la récompense en soi. Puis c'est comme si ça shiftait l'envie. ouais. Puis, tu sais, même, on parle justement du sport puis de payer si tu comptes un but, mais ça peut quasiment nuire à long terme à ce que le jeune veuille poursuivre dans son sport, si je fais le parallèle, parce que là, il va rien que penser à l'argent. Tu sais, oui, si tu deviens un joueur professionnel, tu vas en faire de l'argent, mais tu sais, c'est que ça peut carrément faire en sorte que, mettons, rendu à l'adolescence, où tu sais, ils veulent carrément arrêter son sport parce qu'ils l'aiment même plus. Il a juste, tu sais, tranquillement égrené toute la motivation qu'il pouvait avoir par rapport à ça. Le danger des récompenses, c'est qu'est-ce qui se passe quand on les enlève. Ouais.
pense quand le parent arrête de donner 1 dollar ou X nombre d'argent à chaque fois que l'enfant fait un but, tu sais. Mm. C'est là justement que le drop va être, la diminution comme drastique de motivation va être vue. Ouais, c'est ça. Vaut mieux, c'est ça, vaut mieux féliciter d'une autre façon que comme ça. Mais, fait que là, tu sais, par rapport au continuum, mais est-ce qu'on avait pas mal fait le tour ou, ou je t'ai coupé puis il manquait un bout? Non, en fait, on a fait le tour. OK. Puis là, tu parlais aussi des trois besoins qu'on va pouvoir comme décortiquer chacun, mais moi, tantôt, comme je te disais, ça m'a popé une question. Parce que, tu sais, la fameuse échelle de Maslow, là, le petit triangle, ben ça, c'est des besoins, là, tu sais, genre de besoins de base, ah là là, mais ça a-tu un lien, ça? Tu sais, est-ce que les trois besoins s'insèrent en quelque part dans Maslow ou c'est comme vraiment une autre façon de voir les besoins fondamentaux d'une personne? Je ne sais pas si tu me suis dans ma question, Oui, là. ouais, non, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Je pense pas, théoriquement parlant, je pense pas qu'il y ait un lien OK. mais je pense qu'on peut en faire un. Dans la théorie de Maslow, on parle des besoins d'abord physiques, là, tu sais, de Ouais. nourrir et tout. Donc, Mhm. ceux-là, on va pas nécessairement les voir dans la théorie de l'autodétermination. OK. Par exemple, quand on monte en haut de la pyramide de Maslow, on se rend compte qu'il y a les besoins sociaux. Ouais. Euh, il y a des besoins aussi de. J'ai le terme en anglais, là, self-actualization, mais Ouais, l'actualisation de soi, genre, là, ouais. exactement. Euh, Puis, en fait, donc c'est ça, en fait, je dirais que les besoins psychologiques de la théorie vont peut-être se retrouver. En fait, on va pouvoir les retrouver dans la pyramide de Maslow, mais Dans la euh, portion plus en haut, mettons. c'est ça, je me souviens plus exactement là, c'est quoi l'ordre, mais Ouais, moi effectivement, non plus. Mais tu sais, je trouvais que ça faisait un lien parce que je savais que plus haut, ça commençait à ressembler un peu aux trois besoins qu'on ouais, parle, là, ouais. ouais, effectivement. Puis, OK. tu sais, en fait, la théorie le mentionne, mais les trois besoins, on peut les voir comme trois nutriments. Tu sais, on a Ouais. besoin de ça pour pouvoir atteindre un certain niveau de bien-être, un certain niveau de réalisation de soi. Donc, tu sais, c'est sûr, je ne suis pas en train d'argumenter qu'ils sont aussi importants d'avoir de l'eau que d'avoir de l'eau et Ouais, non, non. se mettre sous la dent, mais reste que c'est des besoins qui sont, on dit, essentiels pour chaque individu. Mhm. Euh, donc, les trois besoins, comme j'ai mentionné brièvement tantôt, là, mais on parle d'autonomie, de compétence et d'affiliation. Donc, au Ben, niveau. il y a que l'affiliation. Tu sais, on le sait, si quelqu'un s'isole, tu sais, c'est avec la dépression, tu sais, quand, justement, quand t'as plus de contact avec ton entourage ou quand même que c'est pas tes amis, juste des gens, tout court, tu sais, on voit une différence, là. Mm. Ah, ouais, ouais, non, définitivement. Puis, en fait, ce qui est important au niveau de l'affiliation, c'est, tu sais, on la décrit comme étant un besoin d'avoir des relations qui sont significatives, mais surtout réciproques euh, OK. avec les gens qui nous entourent. Fait qu'encore une fois, là, que ce soit nos collègues de classe, que ce soit nos collègues de travail, que ce soit Nos euh, voisins. que ce Ouais, soit euh, tu sais, je pense, moi, le volet de réciprocité est assez important dans le sens où c'est pas juste moi, j'apprécie la personne, mais je ressens aussi que la personne m'apprécie. OK, ouais. C'est quelque chose qui est super important. Euh, donc, c'est ça, évidemment, là, les humains, on est des êtres sociaux, donc c'est quelque chose qui est super important pour tous. Puis c'est Ouais, pas puis la seulement, pandémie nous rappelle constamment qu'on a été privés de ce besoin-là. effectivement. Puis tu sais, je pense que ça peut être aussi propre à chacun à savoir certaines personnes d'avoir une relation qui est significative au travail, c'est assez versus d'autres Ouais. avec plus de gens. Puis à chacun sa façon. Là, tu sais, C'est ça. J'imagine qu'il n'y a pas de quota de dire qu'il faut absolument que tu en aies tant. Tu sais, tant que tu en as au moins une, c'est ce qui compte dans le fond. exactement, exactement. Donc, ça, ce serait le besoin d'affiliation. Ensuite, le besoin de compétence, c'est en fait le sentiment de maîtriser son environnement. Donc, le sentiment de se sentir bon, de se sentir efficace. Ça, par exemple, moi, je peux facilement faire le lien avec mon expérience avec le soccer.
dans le sens où je sais très bien que quand je suis sur un terrain de soccer, puis que ça fait plusieurs passes que je fais un peu n'importe comment, tu sais, ou je tire à côté du but, ou peu importe, puis là, je commence à me sentir de moins en moins bonne, ben, je commence à me fâcher après moi-même, tu sais, je suis moins de bonne humeur, puis c'est un peu un cercle vicieux dans le sens que je suis de moins de bonne humeur, puis je commence à performer moins bien, puis Mhm. je suis encore plus fâchée après moi-même et compagnie, tu sais. Est-ce que ce côté-là, justement, du sentiment de compétence, si, comme tu viens de parler dans ton exemple, ça commence à dégringoler, est-ce que le côté, justement, affiliation avec ton équipe, c'est capable de venir comme t'aider à reprendre le dessus puis te recrinquer ou? C'est une bonne question. Je dirais que les trois besoins en soi, tu sais, c'est drôle parce qu'on peut les observer de façon individuelle ou on peut les observer comme étant, tu sais, la Un satisfaction tout. psychologique, un tout, c'est ça. OK. Euh, les trois, selon ce que je dirais, c'est que les trois devraient techniquement être là. Puis c'est sûr qu'il y en a OK. certains, pour certaines personnes, qui pèsent plus. C'est dans différents Hmm. contextes, parfois l'autonomie va avoir plus de poids, la compétence va avoir plus de poids. Tu Ça sais, si je dépend de la personnalité de la personne, j'imagine, là. exactement. Son Tu sais, moi, caractère, puis... exactement. Puis, tu sais, mettons, pour répondre à ta question, puis je me base strictement sur mon expérience personnelle, mais quand je me sens pas bonne, je me sens pas compétente, peu importe ce que coéquipières vont me dire, OK, ouais. ça va pas nécessairement faire de différence parce que je suis déjà dans ma tête, je suis déjà en train de. Mon sentiment de compétence, il est déjà bas. Donc, personnellement, moi, je pense pas que ça fait une différence. Mais effectivement, dans certaines situations, ça peut venir un peu pallier pour. OK. Euh, puis, c'est ça. Ben, en fait, est-ce que je réponds à ta question? Parfaitement. Puis dans le fond, sentiment de compétence, est-ce qu'on pense à tout le concept estime de soi, confiance en soi, c'est tout relié à ça ou pas tout à fait? Ben, en fait, je pense que tu sais, on pourrait parler de sentiment d'efficacité. OK. Je pense que l'estime de soi, c'est peut-être un petit peu plus global dans le sens où ça peut être affecté par d'autres volets que la compétence à faire quelque chose. Mais effectivement que tu sais, si je me sens moins bonne, mon estime à ce moment-là Mhm. moins bonne. Excepté que c'est OK. l'estime de soi, j'ai l'impression que c'est peut-être un construit qui est plus stable dans le temps. Ouais. Le sentiment de compétence peut fluctuer en fonction Ouais, de ouais, ouais. l'activité dans laquelle tu t'engages. OK. Ouais, c'est vrai. Mhm. Puis, dernièrement, c'est ça, le troisième besoin, soit le besoin d'autonomie, qui tu sais, est plus directement lié au concept d'autodétermination là, de la Ouais. théorie. Mais le besoin d'autonomie, en fait, c'est se sentir libre de faire ses propres choix, de prendre ses propres décisions, d'être maître c'est ça, de ses décisions, de ses choix. Puis, tu sais, j'ai comme l'impression que justement, l'autonomie et le sentiment de compétence sont pas mal plus collés dans le sens que, tu sais, si tu as un sentiment d'être capable de faire des choix, tu te dis, ben, crime, je dois être assez haute pour ça, donc je me sens compétent, tu sais. On dirait, tandis que, tu sais, affiliation, c'est comme, on dirait que je les sens plus connectés, ces deux-là, que affiliation, mais Mhm. Ouais, ben, il y a certains articles qui disent que justement, c'est ça, les besoins d'autonomie de compétences sont plus proximales, lui d'affiliation est parfois un peu plus distal en termes de performance, justement, là, euh, ouais. ou en termes de bien-être. Euh, mais reste de dire que le besoin d'affiliation est tout aussi important. Tu sais, Ouais, oui. mais Parce effectivement, que le besoin de l'affiliation, ça touche, c'est même quand, parce qu'actuellement, dans notre campagne annuelle de cette année, on est dans créer des liens, justement. Fait que je trouve tellement que ça vient, tu sais, à chaque fois, à chaque campagne annuelle qu'on a eue, il y a toujours l'aspect de l'entourage, tu sais, il y a toujours l'aspect de l'importance d'être entouré de bonnes relations. Tu sais, même par rapport à s'accepter, l'acceptation de soi, même par rapport à découvrir, aller voir vers les autres, choisir, justement, quand on parlait d'autodétermination, tu sais, il est toujours là, il est omniprésent. C'est oui, tellement essentiel et vital. Là. Mm. c'est ça.
Puis, donc, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est les trois types de motivation, là, autrement dit. Ben, ouais, les trois besoins psychologiques, oui. Puis OK. les trois besoins psychologiques, généralement, là, dans un environnement, donc on revient à l'environnement de travail, Ouais. favoriser des motivations de plus haute qualité, donc des motivations autonomes. En fait, la satisfaction de ces trois besoins-là, ce serait comme un peu le précurseur pour favoriser la motivation autonome. OK. Donc, si dans mon milieu de travail, je me sens bien, je me sens autonome, je me sens affiliée, je me sens connectée avec mes collègues, ben généralement, je vais avoir plus envie d'aller au travail. Je Mm. vais reconnaître l'importance de mon travail. Je vais vouloir travailler pour pouvoir faire progresser l'équipe de travail en soi. Donc, on va se rapprocher plutôt des motivations autonomes. Versus si je m'entends pas bien avec mes collègues, je me sens pas bon, mais j'ai besoin de faire de l'argent, Ouais. ça va plus pencher vers justement des motivations qui sont plus extrinsèques, plus contrôlées. OK. Puis, tu sais, en quoi, dans le fond, réside la force de cette théorie-là de l'autodétermination versus les autres théories? Euh, Moi, une des choses que j'aime beaucoup, puis je le mentionne, est-ce que c'est une force sur papier? Pas nécessairement, mais c'est une théorie qui s'ancre dans la psychologie positive, donc qui vraiment réside dans euh, l'épanouissement humain. Mhm. Chose que je trouve que ça rajoute une certaine candeur à la théorie euh, en fait, c'est comme c'est comme plus léger, on dirait. Je sais pas Ouais. comment l'expliquer exactement, là, mais je trouve que d'avoir un point de vue, d'avoir une perspective positive face à l'épanouissement humain, c'est quelque chose qui la distingue de plusieurs théories en psycho. Euh, Mhm. puis, bref, je le mentionne. Une autre grande force, c'est, ben, on l'a mentionné un petit peu plus tôt, mais c'est sa capacité à se généraliser à divers Ouais. contextes. Dans le sens que, tranche de vie, mais au début de l'été, on est allé dans le congrès de la théorie de l'autodétermination, où est-ce qu'on OK. avait environ 600 chercheurs à travers le monde qui se spécialisent là, sur la théorie. Puis, on voyait des gens dans le milieu médical, on voyait des gens en spiritualité, on voyait des gens en éducation, puis tout ça peut être lié à la Ah théorie ouais. de l'autodétermination. Donc, je trouvais ça beau de voir à quel point est-ce que l'éventail de mise en application est large. Puis le côté médical, c'était-tu par rapport, comment je pourrais dire, c'était-tu par rapport au gestionnaire, comment bien gérer ton équipe de travail, dans le fond? Ouais, c'est ça, en fait. OK. C'est du travail, mais dans un environnement de Médical. santé. OK. 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 Parce que Euh, tu n'as pas dit en plus tantôt, avant qu'on starte l'enregistrement, que l'échelle qui permet, je ne sais plus c'était laquelle, là, tu disais qu'elle était d'abord, elle venait du milieu de l'éducation, puis ça a été transposé. ouais, ben c'est ça. En fait, c'est ça. En, en fait, en recherche, là, on utilise des échelles de mesure. Où est-ce qu'on vient mesurer les différentes qualités de motivation? Où est-ce qu'on vient mesurer la satisfaction ou bien la frustration? On va y venir un petit peu plus tard, là, des besoins psychologiques. Mais on vient également mesurer, en fait, la perception qu'ont les gestionnaires ou les entraîneurs ou les professeurs, par exemple, de venir la perception, je vais rephraser, là, la perception, mettons, que moi j'aurais, que mon gestionnaire vient soutenir mes besoins. Fait que moi, je OK. viens mesurer, en fait, ma perception des besoins, des comportements, pardon, de mon gestionnaire. OK. En fait, on vient, c'est ça. Comment est-ce que je perçois que mon gestionnaire me soutient? Est-ce que je perçois que mon gestionnaire comprend comment je me sens? Est-ce que je perçois que mon gestionnaire me manipule un peu pour que je fasse des tâches? Est-ce que je perçois que mon gestionnaire me donne des choix dans mon emploi ou pas? C'est des choses comme ça. Puis, ces échelles-là, en fait,
proviennent de comportements qui ont été identifiés par les chercheurs de la théorie de l'autodétermination. Puis ces 10 comportements-là, eux, peuvent être retrouvés tant dans le milieu de l'éducation que dans le milieu, par exemple, du travail ou du sport, là, donc d'une relation athlète et entraîneur. OK. Puis, dans le fond, ces résultats-là servent à aider le gestionnaire ou à travailler sur les perceptions de l'employé? Ben, c'est ça, en fait. Il y a plusieurs choses qui peuvent être, qui peuvent être faites. OK. La première qui me vient en tête, c'est plus en lien avec les gestionnaires, effectivement. Donc, je sais que je mentionne encore Jacques, là, mais Jacques a mis en place avec des collègues une formation qui cherche un peu à identifier les comportements que les gestionnaires pourraient adopter pour justement venir satisfaire les besoins, deux, faciliter ou bien optimiser la motivation de plus haute qualité chez les employés. OK. Donc, en fonction des résultats qu'on a, en fait, nous, on voit comment est-ce que ces perceptions de comportement-là ont un impact sur performance, intention de quitter, par exemple, au travail, santé psychologique et compagnie. Puis, encore une fois, ces études-là doivent être faites dans les autres domaines également. Là. Puis, en fonction de ces résultats-là, ben, on monte, il y a des formations ou des conférences qui sont montées pour venir identifier, bon, ben, vous voyez que ces comportements-là qui sont de nature un peu plus contrôlante mènent à davantage d'intention de quitter dans votre organisation. Donc, voici quoi faire pour remédier à la situation. Ce OK. qui est bien, encore une fois, avec justement une autre des forces de la théorie, c'est que les comportements qu'on identifie, ou soit dans les questionnaires ou soit dans les formations après, c'est des comportements qui sont d'abord très, très, très précis, là, dans le sens où c'est pas nécessairement... c'est assez concret, là, dans le sens où c'est est-ce que mon gestionnaire... est-ce que je ressens que mon gestionnaire entend ce que je dis, entend les émotions derrière ce que je dis quand je lui parle? C'est pas un... C'est facile de répondre si c'est oui ou si c'est non. Ou si c'est un peu, ou je veux dire, c'est des échelles qui sont un petit peu plus, OK. classiques. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça va être facile après ça de venir ajuster le comportement. Ouais, c'est Euh, ça. il y a une facilité d'ajustement au niveau des différents comportements qui sont identifiés. Mhm. Si ajustement est nécessaire. Mhm. Puis, pour revenir justement aux forces là, de cette théorie-là, je me souviens que tu avais dit justement qu'elle était applicable, tu sais, tellement facilement, cette théorie-là. Tu sais, Mhm. que ça collait vraiment facilement et rapidement à la réalité des gens, hein. Ouais. Mm. Ouais, non, effectivement. C'est une théorie qui s'applique à beaucoup de gens. Puis, je pense que ayant moi-même parlé avec beaucoup d'athlètes, juste dans le cadre de ma thèse, par exemple, on le ressent là, de voir comment est-ce que, en fonction des comportements d'un entraîneur, je me sens plus ou moins bien ou je me sens plus ou moins performant. Donc, c'est facile de voir les environnements sous un angle de la théorie. Euh, Ouais. Parce que, tu sais, même si chaque personne est différente, puis qu'il y en a qui vont aimer la pression, puis, tu sais, va se sentir motivé par tel comportement, d'autres non, mais ça reste que, j'imagine, il y a toujours les grandes lignes qui ressortent tout le temps, tu sais, les mêmes points communs qui ressortent tout le temps, justement. ouais. Mm. Puis là, tantôt, on parlait de frustration. Tu dis, on va y revenir. J'aimerais ça, justement, qu'on parle de ça, là, satisfaction, frustration, puis insatisfaction même, qu'on a dit, tout qu'il y avait, là. Ouais, Juste, ben, ouais. en fait, quand on parle d'avoir les trois nutriments, on parle de satisfaire les trois besoins psychologiques. Ouais. Donc, d'être dans un environnement où est-ce que on se sent justement connecté, compétent et autonome. Donc, ça serait par exemple dans un milieu où est-ce que, comme j'ai mentionné, je m'entends bien avec mes collègues de classe, où est-ce que je performe, ou je me sens je me sens bonne dans ce que je fais. Puis, au niveau de l'autonomie, ça serait par exemple, si on prend un contexte là, de classe à l'école, euh, ça serait mon prof me donne des choix par rapport à comment est-ce que
comment est-ce que la classe souhaite apprendre? Et comment est-ce qu'on préfère avoir des classes où est-ce que c'est plus le prof qui est en avant qui donne la matière? Est-ce qu'on préfère apprendre en groupe? Est-ce qu'on préfère apprendre avec des groupes de discussion, par exemple? Donc, ça serait, mettons, un prof qui vient donner ces choix-là, puis l'étudiant ressent qu'il y a un mot à dire dans sa façon de recevoir son éducation. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que l'étudiant doit devenir maître de la classe? C'est pas ce que je dis. Mais c'est vraiment plus de donner une opportunité de choix à l'étudiant. Ou, par exemple, dans sa façon d'étudier, si l'étudiant par exemple, arrive à la maison, puis les parents exigent une façon pour étudier pour l'examen, versus si l'étudiant peut lui-même choisir sa façon d'étudier, ses moments d'études, par exemple, ou autre chose, potentiellement que la personne va ressentir plus d'autonomie dans son étude, par exemple. Donc, à l'opposé de la satisfaction, de la frustration. Donc ça serait l'inverse. Ça serait, mettons qu'on retourne dans un exemple dans le sport, je rentre dans mon équipe, puis je sens que les filles m'aiment pas. Je sens que les filles se mettent un peu contre moi. Donc, je me sens absolument... Non seulement je me sens pas connectée, mais je me sens pas aimée. Je me sens exclue, je me sens isolée. Donc, ça serait la frustration du besoin d'affiliation. Après ça, sentiment de compétence. Ben, comme j'ai mentionné un peu, ça peut être personnel dans le sens où moi, je me trouve pas bonne, mais ça peut être aussi, par exemple, mon entraîneur commence à me faire des commentaires à chaque fois que j'ai le ballon, me disant que je fais rien de bien, chaque passe est raté, met de l'avant toutes les choses de pas correctes, puis me mentionne pas, comme mettons que je fais un bon coup, me le mentionne pas. Donc ça serait la frustration du besoin de compétences. Puis, au niveau de l'autonomie, ben, en fait, ça serait, par exemple, mon entraîneur me dit de faire ça, ne m'explique pas pourquoi, fait juste m'ordonne de faire des choses, écoute absolument pas mes opinions. Puis quand je parle de mes opinions, on parle plus, mettons, là, de mes idées de jeu, mes idées de tactique, peu importe. On ne veut vraiment rien entendre de ça. C'est sa façon. Il veut que les choses soient faites comme ça. Donc, c'est comme ces joueurs sont un peu comme des robots, mettons, là. Puis, on suit ce qu'il dit. That's it. Ça serait une frustration du besoin d'autonomie dans le sens où je ressens que j'ai aucun mot à dire, j'ai aucun choix à faire dans ce que je fais. Donc, ça serait la frustration des 3 besoins. Un nouveau concept qui ressort, c'est l'insatisfaction ou bien l'inassouvissement qu'on dit des 3 besoins. Donc, plutôt que d'être un peu plus actif comme la frustration est, l'inassouvissement, c'est plus passif comme concept. Donc, ça serait plus, par exemple, on vient avec l'affiliation, c'est pas nécessairement que les gens m'excluent activement, c'est plus que je connecte pas avec mes collègues. OK. J'arrive au bureau, puis les gens m'intéressent plus ou moins. Je ressens pas vraiment que j'ai des affinités avec qui que ce soit. Fait que je me sens pas nécessairement détestée, mais je me sens un peu seule parce que je connecte avec personne. Fait que ça ici, ça va être plus... ça va être un exemple de... au lieu de rentrer dans le mal-être, je vais peut-être plus être dans Un inconfort, genre. m'ennuie. C'est ça. Je Ouais. suis pas confortable, je m'ennuie plus que je suis activement malheureuse. Donc, ce serait ça un peu le contraste entre les trois. OK, OK. Puis, tu m'avais parlé aussi que tu aimerais ça, justement, expliquer les comportements des gens qui peuvent adopter pour diminuer leur frustration ou bien même optimiser tout le côté de leur apprentissage là, par rapport au comportement. Oui, effectivement. Ben, en fait, au niveau au niveau des comportements qui facilitent, là, qui optimisent la satisfaction des besoins, on parle évidemment d'offrir des choix, comme je l'ai mentionné. On parle de reconnaître les émotions des autres. Donc, puis d'être à l'écoute, d'être ouvert à les recevoir aussi. Puis aussi d'expliquer le raisonnement derrière une règle. Donc, par exemple, justement, on revient au milieu de la classe. Il y a des règles dans une classe, c'est normal qu'il y ait des règles pour justement assurer le bon fonctionnement, mais d'expliquer en fait d'où proviennent ces règles-là, puis pourquoi est-ce que c'est important de les suivre,
ben, ça vient un peu, en fait, ça vient permettre à l'enfant, à l'étudiant de comprendre. Puis, tu sais, ça vient peut-être un peu faciliter la motivation identifiée qu'on parlait un petit peu plus tôt. Donc, Mhm. l'enfant va agir parce qu'il comprend l'importance de faire la chose. C'est comme si on prend un exemple dans le milieu du travail, c'est pas vrai que toutes les tâches qu'on a à faire sont plaisantes, mais il y Ouais. a des raisons pour lesquelles on doit les faire. Les tâches administratives, généralement, il y a des gens à qui ça plaît pas. Mais ça reste que c'est super important pour assurer la suite des choses, pour pouvoir justement s'engager dans des tâches qui sont peut-être un petit peu plus stimulantes, un petit peu plus agréables. Mhm. Donc, encore une fois, de venir justifier, de venir expliquer le rationnel du pourquoi est-ce qu'on doit faire ces tâches-là, ça vient justement ben, optimiser un peu là, les motivations de plus haute qualité. Mhm. OK. À l'opposé, on parle les comportements plus contrôlants, là, je veux dire. On parle de menacer, donc de dire genre, tu fais ça, sinon ça. Euh, ça, évidemment, c'est plus contrôlant. D'utiliser la culpabilité des gens aussi. Euh, qu'on, en fait, qu'on recommande pas, évidemment, là, mais dans le sens où de prendre les gens par... Ouais, euh, juste sur les cordes sensibles, là, soit la culpabilité ou même la honte ou menacer un peu l'ego. exactement. Ouais. Puis d'ordonner. Mm. Je l'ai mentionné tantôt, tu sais, c'est souvent, en fait, là, puis là, les comportements que je nomme, tu sais, on dirait un peu que c'est des contrastes dans le sens où, au niveau de la recherche, tu sais, c'est souvent des comportements c'est une échelle, tout ça, c'est sur une même échelle, puis on vient un peu renverser les éléments qui sont plus négatifs pour avoir un score total. Donc, techniquement, on s'attend à ce qu'un gestionnaire fasse moins de comportements négatifs et plus de comportements positifs. Après, c'est ce que je veux dire, là. Puis sinon, il y a également justement de traiter les gens comme des robots, comme j'ai mentionné un petit peu plus Mm. tôt. Là. Donc, de dire tu fais ça sans expliquer pourquoi, encore une fois. Là. Ou même Donc, de mépriser aussi. Tu sais, ouais, quand on parlait de relations réciproques, hein, ouais, j'imagine que c'est tout, ça a un lien, là. ouais, Un ouais, boss qui méprise ou c'est ça, qui se pense bon, puis que... ouais. Mm. Non, c'est ça. Puis aussi, je voulais en parler un petit peu plus tôt, ça m'est sorti de la tête, mais le lien entre, en fait, le lien, ou plutôt la distinction entre l'autonomie puis l'indépendance. Oui, j'avais hâte qu'on en parle de tout ça. J'allais te poser la question, ça tombe bien que tu en parles. Oui, ben en fait, je trouve que le parallèle se fait bien quand on parle des comportements des gestionnaires parce que encore une fois, tu sais, le soutien à l'autonomie peut être confondu avec l'offre d'indépendance. Euh, Mhm. Puis un ne veut pas dire l'autre, dans le sens où je peux soutenir l'autonomie de mon employé, je peux lui offrir des choix et ces choix peuvent inclure d'avoir plus d'indépendance dans son travail ou dans son sport ou dans son parcours académique, par exemple, euh, sans nécessaire, mais en restant dans le choix, dans le sens que même si j'offre la possibilité à quelqu'un, puis encore une fois, on revient un peu aux différences individuelles de tous et chacun. Je veux dire, mettons qu'on a un groupe d'étudiants, il y en a qui vont vouloir être beaucoup plus autonomes, beaucoup plus indépendants dans leurs études, versus d'autres vont avoir besoin de plus de soutien. Donc, d'offrir ce choix-là permet aux gens de un peu prendre le chemin qui leur convient le mieux. Donc, si je décide d'être indépendant, c'est parfait, puis je peux être plus seule un peu dans mon parcours parce que je décide, parce que je fais le choix d'être seule, mais je sais que j'ai toujours l'option d'avoir, j'ai tout le temps un autre choix, dans le sens que mon prof est quand même là. Puis ça vient un peu faire le contraste entre le style de leadership qui vient soutenir les besoins versus le leadership qu'on appelle laisser faire, qui est un peu plus, un leader qui va être un petit peu plus détaché, qui va plus être, ben, en fait, qui va pas nécessairement euh, être aussi attentionné ou du moins donner autant d'attention à ses employés qu'il le devrait. Juste parce OK. qu'il est détaché, il s'en fout un petit peu plus. Donc, la ligne est très mince entre, Ouais. tu sais, mettons, un leader qui est plus dans le laisser-faire, lui va miser sur l'indépendance des gens parce qu'il va pas nécessairement être, il va pas nécessairement
j'ai juste le mot care en tête, là, mais il va pas Prendre soin. Ouais, prendre soin, c'est ça, de ses responsabilités, finalement. Tu sais, il va pas prendre ses ouais, responsabilités. Versus un leader qui soutient l'autonomie, il va venir offrir plus de choix. Donc, la personne, même, même si elle est seule, ça va être un choix d'être seule. Quand on est indépendant, des fois, c'est pas par choix. Des fois, on n'a pas ouais. le choix d'être indépendant, on n'a pas le choix de se débrouiller seul parce qu'on est dans un contexte de vie comme ça. Mais tu sais, mettons, parce que là, pour avoir un exemple, je sais pas si tu en as un exemple concret là, de, tu sais, par rapport à telle tâche, si ça serait de l'autonomie, ça serait ça, mais si ça serait de l'indépendance, ça serait ça. Parce que là, on dirait que la façon que je le comprends, c'est comme si autonomie, tu es face à un enfant, puis c'est toi qui as encore le contrôle. Tu lui dis, tu veux-tu mettre le t-shirt bleu ou le t-shirt jaune? Ça serait comme de l'autonomie. Il aurait choisi malgré que c'est nous qui avons comme le contrôle qu'aujourd'hui c'est un t-shirt, c'est pas une robe, mettons, je sais pas comment le dire, mais tandis que de l'indépendance, c'est comme, tu sais, je m'en fous. Je sais pas, peut-être mon Ouais, exemple n'est pas bon, mais en fait, c'est sûr que, tu sais, avec, on dirait que je m'embarquerais pas trop euh, dans les enfants, juste parce que les enfants ont moins le ouais. besoin d'indépendance. Ouais, non, c'est clair. Mais tu sais, c'était juste pour exprimer Ouais, non, parce mais que je suis comme encore dans OK, mais concrètement, c'est quoi? mettons qu'on prend un exemple plus en lien avec le travail. Parce qu'encore une fois, c'est l'exemple qui me vient en tête. On offre, en tant que gestionnaire, je donne des tâches à mes employés. Puis, euh, par exemple, à un employé, je donne, là on parle de soutien à l'autonomie, je vais expliquer justement, tu sais, il y a ça à faire. Il faut le faire parce que ça va faire, encore une fois, expliquer le rationnel derrière, ça va faire avancer le projet et tout. Euh, puis, tu sais, je te donne le choix dans l'ordre dans lequel tu veux le faire. Ça, c'est la liste. Il faut que la liste soit faite d'ici la fin de la semaine. Mais tu sais, je te donne le choix. Si tu as besoin de ressources, tu peux aller regarder avec tes collègues. Si encore une fois, l'ordre dans lequel c'est fait, tu choisis avec quelle tâche tu veux commencer, avec quelle tâche tu veux finir en fonction de ta charge cognitive à tel moment de la journée, tel moment de la semaine. Euh, puis, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir, on verra ensemble versus un autre employé où est-ce que je fais juste donner la liste, puis je dis arrange-toi avec. Puis certains peuvent le confondre avec la personne va être autonome dans ce qu'elle fait, d'autres d'autres vont plus le percevoir dans le plus comme débrouille-toi, t'es indépendant, t'es capable de le faire tout seul. Ouais, c'est comme s'il y avait un laisser-aller puis un abandon, genre organise-toi tout seul, tandis que l'autre, genre organise-toi, mais si tu as besoin d'aide, je suis là. C'est ça. Puis après ça, l'indépendance peut être un choix aussi. Il Mhm. faut faire la clarification là, dans le sens où certaines personnes sont très, très, très indépendantes et veulent préférer quasiment la deuxième option ou verraient pas nécessairement de différence entre la première et la deuxième option. Ouais. Ils sont plus à l'aise dans leur indépendance puis tout. Donc, je pense que le facteur qui fait vraiment la différence entre l'autonomie et l'indépendance, c'est le facteur de choix. Parce que l'indépendance, c'est pas tout le temps un choix d'être indépendant versus l'autonomie. Tu peux choisir Parce de. que c'est ça, tu sais, veux pas, des fois, en tant que gestionnaire, tu as comme une liste de tâches à donner, il faut que ce soit fait, mais il faut quand même que tu viennes vérifier si c'est bien fait ou tu sais, si ça correspond selon les normes de ce qu'on a l'habitude soit de produire ou. Fait que là, tu sais, les gens, ils pourraient-tu penser qu'ils sont pas totalement autonomes ou indépendants, tu sais, parce qu'ils ont comme une vérification qui est faite après sur leur travail? Euh, Je suis pas sûre. Attends, je suis pas sûre de bien comprendre la question. Euh, Comment je pourrais la reposer? Parce que, tu sais, mettons que tu as un projet à accomplir, puis l'employé se voit attribuer, ben toi, il faut que tu fasses comme telle tâche. Ben, tu sais, à un moment donné, il y a comme des
sais, il y a des comptes rendus à rendre, tu sais, t'es rendu où, blablabla. Mais tu sais, si l'employé te répond, mais tu sais, je vais vous le dire si j'ai un problème ou je vais vous faire les suivis, tu sais, on dirait que ça l'agace que on demande des comptes rendus ou pour savoir où est-ce qu'on en est rendu. Tu sais, c'est-tu parce que justement cette personne-là a plus besoin d'indépendance puis que l'autonomie lui suffit pas? Parce que tu sais, l'autonomie, de la façon que je le vois, c'est comme si le gestionnaire reste encore un peu rattaché à ce qu'il faut que ce soit fait. Tu sais, oui, on donne comme une liste de trucs à faire à l'employé, mais il faut quand même venir vérifier à la fin si c'est selon les normes de ce qu'on a l'habitude de donner, là. Oui, ben, tu sais, en fait, tu sais, je pense que dans un contexte, mettons, de travail, le lien avec le gestionnaire doit rester, dans le sens où tu es dans un milieu qui est structuré, puis la structure est importante. Après, tu sais, à un certain point, je pense que l'employé est au courant que il y a des exigences en termes tu sais, de compte rendu, par exemple, ou les normes dans lesquelles ça doit être fait, puis tout. Fait il y a façon de d'être autonome tout en restant dans la structure professionnelle dans laquelle tu es. Je ferais pas nécessairement le contraste avec l'indépendance dans ce contexte-là, dans le sens où quelqu'un qui est hyper indépendant, qui veut absolument être, que les choses soient faites à sa façon constamment, euh, ben, cette personne-là Est-ce serait que épanouie dans un contexte parce que cette personne-là est elle-même son gestionnaire, tu sais. Ouais, c'est ça, je partais pour dire, tu sais, est-ce que justement ceux qui sont travailleurs autonomes ont plus le profil d'indépendance versus d'autonomie? Ça serait intéressant à regarder. Honnêtement, je sais pas. Tu sais, d'emblée, on pourrait dire sûrement, mais c'est une bonne question. Puis tout, puis tu sais, l'indépendance puis l'autonomie vont quand même être. Ces personnes-là, est-ce qu'ils vont rechercher de l'indépendance ou ils vont rechercher de l'autonomie? Parce que ça peut Ah, être les deux. Puis ces personnes-là peuvent être, tu sais, peuvent vouloir être extrêmement autonomes dans leur milieu de travail, mais ne pas nécessairement être quelqu'un de super indépendant, puis dans une autre sphère de vie, euh, être beaucoup plus, comme tu sais, se fier beaucoup plus, ou dans le sens dépendre un peu plus de leurs entourages au niveau plus personnel, par exemple, ou au niveau sportif, par exemple. Euh, donc, OK. c'est ça, c'est pas nécessairement un versus l'autre, dans le sens autonomie versus indépendance, c'est plus de garder en tête que, on dirait, je le vois surtout dans un contexte de leadership, justement, que de soutenir l'autonomie ne veut pas dire de forcer les gens à être indépendants. OK. C'est ça la nuance que je voulais faire. OK. Ouais, 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 ouais. OK. Puis que, ouais, je comprends. Sinon, avais-tu d'autres points, toi, que tu trouves qu'on n'aurait peut-être pas abordé encore? Parce que selon moi, on a fait le tour, mais c'est sûr que c'est toi la spécialiste du domaine. Je sais pas si tu trouvais que ça faisait le tour, hein. Ouais, ben, un autre truc que j'ai pas mentionné, que je trouve quand même important, parce que moi, en apprenant sur la théorie, c'est quand même quelque chose avec lequel j'avais un petit peu plus de difficulté à comprendre. Puis en fait, c'est simplement que les gens vont être dans un environnement qui va satisfaire, insatisfaire ou bien frustrer leurs besoins. Mais c'est pas nécessairement moi qui est à la recherche de satisfaire mon besoin. Fait que c'est pas euh, être dans un environnement qui satisfait tes besoins, c'est pas moi, je suis à la recherche de créer des connexions, moi, je suis à la recherche de faire des choix pour moi, puis tout. C'est vraiment plus mon environnement, donc mes collègues, donc mon gestionnaire, vont me permettre de ressentir ça. OK. Donc, c'est ça, tu sais, quand on parle d'être acteur, c'est ça, de pouvoir faire ses choix puis de pouvoir être acteur de sa vie, c'est un besoin qui va être satisfait quand l'environnement dans lequel on va être va nous permettre de le faire d'emblée et non pas quand on va devoir se battre pour pouvoir faire nos choix. OK. Fait que, tu sais, quelqu'un, justement, qui est dans un milieu de travail qui se sent pas comblé dans ces
dans ces trois choix, voyons, pas des choix, mais dans ces trois besoins-là. S'il change de milieu, il va être quand même à la recherche des satisfaire. Mais une fois qu'il va avoir trouvé ce milieu-là, tu sais, c'est le milieu qui va lui apporter finalement. Puis c'est là qu'il va faire qu'il va rester parce que le milieu va lui avoir apporté. Il va avoir comme arrêté d'être à la recherche d'eux, là. Exact, exact. Quand tu cherches un emploi, tu recherches pas un emploi qui va, sur papier, satisfaire ces trois besoins-là. Ça va plus se faire naturellement. Ouais, c'est ça. OK. Ben, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté. C'était vraiment intéressant de jaser de ça. Puis je trouve qu'on a démêlé encore plus par rapport à cette théorie-là que ce qu'on fait d'habitude quand on parle de la théorie de l'autodétermination. Fait que merci beaucoup d'avoir participé au balado. Merci à vous de m'avoir invité, c'était super intéressant.